Voilà, nous sommes en guerre, alors ça, on n'y est peut-être plus très loin, même si c'est pas la guerre dont parlait Emmanuel Macron. Et on va en parler aujourd'hui avec nos invités. Et le sujet est suffisamment grave, puisque c'est le risque, nous l'avons pointé du doigt depuis un moment déjà, d'une confrontation entre l'Occident et la Russie, l'OTAN, les forces de l'OTAN et les forces russes aujourd'hui, et dans certains lieux du monde en particulier, géographiquement parlant. Pour évoquer avec vous ce sujet, eh bien, nous avons tout d'abord, et ce sera mon grand réassureur durant cette émission, Laurent Arthur Duplessis. Bonjour Laurent. Alors, ancien journaliste du Figaro Magazine, vous vous souvenez, on a fait une longue émission du Monde Réel ensemble, de 2 heures, où vous nous avez parlé entre autres des origines et du début de ce fameux magazine, de ce nouvel Obs de droite. Avec Louis Pauwels. Avec Louis Pauwels, exactement. On rappelle votre dernier livre, Au cœur de la Troisième Guerre mondiale. Bon, je crois que de toute façon, c'est quelque chose que vous connaissez bien comme sujet, que vous développez depuis une bonne quinzaine d'années, au moins. Oui, je suis obsédé par l'idée que l'Empire américain déclinant est belligène et que la bête blessée est dangereuse. Alors, je vais vous laisser, mon cher Laurent, planter un peu le décor. Avant, je vous rappelle, chers internautes, si ce n'est déjà le cas, de vous abonner à la revue Géopolitique Profonde. Vous avez souvent des intervenants de nos émissions qui font des papiers plus approfondis. Il y en a parmi nous aujourd'hui qui ont déjà signé un papier ou qui vont bientôt en signer un. Le dernier, par exemple, magazine, vous aviez Youssef Indy, Laurent Ozon, Andy Bussaglia, Marc-Gabriel Draghi ou encore notre cher président Franck Pengam. Voici, c'est à vous, je vous laisse la parole, Laurent. Eh bien, nous recevons 2 experts de haut vol, le colonel Jacques Beau, qui est extrêmement renommé pour des expertises qui résulte de sa connaissance de 5 langues. On va le présenter. De la lecture de quantité extraordinaire de journaux, de documents officiels. Il va à la source tout le temps. Je pense qu'il doit dormir très très peu, parce que c'est un bourreau de travail. Et ça nous vaut des informations extrêmement sourcées et d'une extrême rigueur. Et son concours sera très précieux pour étudier pourquoi cette guerre, les causalités liées notamment à l'Empire américain, et puis le déroulement, les conséquences. Et puis Roland Hureau. Alors Roland Hureau, qui est un autre phénomène intellectuel aussi, car il est normalien, agrégé d'histoire, diplômé de Sciences Po Paris, énarque. Je crois que j'oublie quelque chose, non? Oui, HDN, tenez. Ah oui, il y a HDN. Mais oui. Et puis alors, ancien membre de cabinet ministériel, et très haut fonctionnaire, et notamment auprès de Philippe... Des personnages qui ont fait l'histoire. Voilà, exactement. Philippe Seguin. Bon. Un grand patriote. Absolument. Parfait. Eh bien, écoutez, on va débuter cette émission sur les enjeux de cette guerre en Ukraine. Je pense, Jacques Beau, que ce n'est plus vraiment une opération spéciale. Nous sommes passés un peu au-delà. Je rappelle Jacques Beau, colonel d'état-major général, ancien analyste des services de renseignement stratégique suisse, spécialisé en renseignement et du terrorisme. Vous êtes engagé auprès des Nations, vous avez été engagé auprès des Nations Unies dans de nombreux conflits. Vous êtes l'auteur de beaucoup d'ouvrages, de références et connu auprès du grand public pour ses interventions comme expert dans les médias et la presse. Seulement, parce que c'est loin d'être votre seul sujet d'investigation sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, 4 livres références en 4 ans, Poutine, maître du jeu, l'opération Z, ça c'était en octobre 2022, Guerre et paix, septembre 2023, et puis le petit dernier en date, L'art de la guerre russe, en janvier 2024. D'ailleurs, Roland Hureau nous parlera aussi peut-être du livre qu'il est en train de préparer sur ce sujet lui aussi. Alors, si on plantait le décor, mon colonel, sur les raisons de cette guerre, de ce qui était une opération spéciale, qui est devenue une guerre, au moins régionale. Bon, qu'on appelle guerre, qui est dans la nomenclature russe, qui reste une opération spéciale parce que ça a des conséquences stratégiques au niveau de l'organisation, si vous voulez, du terrain
et du commandement aussi. Donc il y a des raisons structurelles et des raisons de structure de conduite qui font que, techniquement parlant, c'est une opération spéciale. Mais vous avez raison de le mentionner, c'est sans doute l'événement qui aura eu le plus de conséquences géopolitiques et géostratégiques depuis une cinquantaine d'années, sans aucun doute, et qui continuera à marquer sans doute la géopolitique dans les années à venir, sans aucun doute. Un basculement du monde. Et qui a effectivement été un révélateur, pour ne pas dire le déclencheur du basculement du monde, tout à fait, on va y revenir. Mais pour comprendre ce conflit, il faut comprendre que c'est un peu un millefeuille, et avec plusieurs couches, parce que on a tendance à penser que la cause unique de ce conflit, c'est l'expansion de l'OTAN. L'expansion de l'OTAN n'est que la couche inférieure, c'est la toile de fond sur laquelle se déroule ce conflit. Toile de fond parce que le rapprochement de l'OTAN des frontières de la Russie est considéré comme un danger de sécurité nationale pour les Russes. On ne va pas revenir sur ces questions. Là où ça commence à toucher le conflit ukrainien, c'est que l'Ukraine s'est intéressée à entrer dans l'OTAN et qu'après 2014, et là on touche à la deuxième couche, en 2014, on a un conflit qui se déclenche avec la Russie, ou plus exactement avec la population russe de l'Ukraine. Et c'est ce qui amène la Russie à s'impliquer dans la question ukrainienne. Et c'est bien le coup d'État de février 2014, qui déclenche la décision de supprimer le droit ou le statut officiel de la langue russe, qui déclenche un conflit intérieur. Moi-même, j'étais en Ukraine en septembre 2022, en 2014, au moment où pratiquement tout le Sud a créé sécession. Pratiquement. Et en septembre 2014, on a même la création, alors elle est restée pendant 1 ou 2 semaines, mais d'une république de Novorossiya, donc composée de plusieurs républiques indépendantes, enfin pas indépendantes, autonomes à ce stade, des républiques populaires, la République populaire d'Odessa, celle de Kherson, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk, etc., sont restées plus tard que celle de Lugansk parce qu'il y a eu une répression violente. Et cette répression violente a été en fait le conflit matériel qui s'est déclenché. Et alors pourquoi la question de l'OTAN entre en collision avec le conflit intérieur ukrainien? C'est que, et ça nous le savons par les déclarations du conseiller de Zelensky en mars 2019, ou dans une interview à la chaîne de télévision Apostrophe, chaîne de télévision ukrainienne, il explique que pour pouvoir entrer dans l'OTAN, l'Ukraine en tant que telle ne peut pas rentrer tant qu'elle est en conflit avec la Russie. Il faut donc que la Russie disparaisse, j'allais dire, du terrain en quelque sorte. Et pour qu'elle disparaisse, il faut qu'elle soit vaincue dans une guerre. Et pour qu'elle soit vaincue dans une guerre, il faut qu'on l'amène à faire la guerre, et qu'avec l'aide de l'OTAN... Ce qui n'arrive jamais d'ailleurs qu'il soit vaincu, quand c'est l'Ouest en tout cas qui attaque. Je ne parle pas quand c'est à l'Est. Ça, c'est ce que nous savons comme historiens. Mais ce n'est pas ce qu'avaient dans la tête les Ukrainiens. Et Alexei Arestovitch explique très clairement, dans une interview de 15 minutes, il explique qu'il faudra avoir une guerre avec la Russie, et il décrit cette guerre, il la décrit exactement. Et d'ailleurs, c'est même très, très étonnant parce qu'on y voit à peu près, en 2019, on voit à peu près ce qui s'est passé en février 2022. Et il dit, il faudra qu'il y ait cette guerre pour que la Russie soit vaincue grâce aux sanctions et à l'aide de l'OTAN. Et quand la journaliste lui demande quand ça doit se passer, il dit 2021-2022. Et donc, on en est là. Et c'est, en réalité, on a donc effectivement l'idée des Ukrainiens qu'en lançant une guerre et en
faisant s'effondrer la Russie. Rappelez-vous ce qu'avait dit Bruno Le Maire le 1er mars 2022. Il avait dit on va faire s'effondrer la Russie. Tout à fait. On pensait avoir cette victoire. Et alors, ça, c'est les Ukrainiens. Mais il y a un document qui est très intéressant, qui a été publié d'ailleurs à peu près à la même époque que cette interview d'Alexei Arestovitch, qui est un document de la Rand Corporation, un document de 300 pages, publié en avril 2019, et qui décrit une stratégie pour affaiblir la Russie en utilisant l'Ukraine. Et tous les événements qu'on a vus ces 2 dernières années sont décrits dans ce document de 2019. Donc à la même époque, vous avez d'un côté les Américains qui veulent affaiblir la Russie, et de l'autre, les Ukrainiens qui veulent aussi affaiblir la Russie. Mais les objectifs sont différents. Pour les Ukrainiens, comme je l'ai dit, c'est pour rentrer dans l'OTAN. Pour les Américains, c'est un peu plus complexe parce que, à ce moment-là, et d'ailleurs encore aujourd'hui, l'objectif des Américains, c'est la Chine. Mais ils pensent que pour vaincre la Chine ou pour maintenir l'hégémonie américaine ou l'hégémonie occidentale, il faut que la Chine soit isolée, reste isolée. Et le risque qu'il y a, selon eux, à ce stade, donc on est en 2019, c'est que la Chine se rapproche de la Russie et que la Chine s'adosse à la Russie, si vous voulez, et donc la renforce, et qu'on crée un bloc eurasiatique. Donc ils ont obtenu l'inverse de ce qu'ils recherchaient. C'est exactement ça. C'était prévisible. C'était prévisible, mais malheureusement, c'est-à-dire que, oui et non, enfin, oui, c'était prévisible, en tout cas avec le recul. Dans leur optique, l'idée qu'on applique des sanctions massives à la Russie et qu'on l'isole simultanément, rappelez-vous, fermeture de l'espace aérien, blocage du trafic maritime, enfin bref, on a vraiment tout fait pour isoler la Russie. Le problème qu'il y a, et ça c'est ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport de la Rand Corporation, qui s'appelle Extending Russia or Competing from Advantageous Ground, dans ce document, les analystes de la NSA disent faites attention parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait la bonne évaluation de l'économie russe et il se pourrait que le résultat soit l'inverse. Comme quoi, la Rand Corporation, ils ne sont pas tocards. Ils ne sont pas tocards et ils disent également que, excusez-moi, je vous en prie, concluez parce que ils disent également le danger d'utiliser cette stratégie, c'est qu'elle va causer à l'Ukraine des pertes humaines énormes, des pertes de territoire, et ça va la pousser dans une paix désavantageuse. Tout ça est écrit dans le rapport de 2019. Alors, merci. Alors attendez un petit instant si vous voulez bien, que je présente Roland Hureau aussi oui. à mon tour. Donc, merci d'avoir planté ainsi le décor, et je pense que Roland Hureau a énormément de choses à nous dire par rapport à ça. Je rappelle, même si vous avez déjà fait sa présentation, qu'il est aussi, c'est un ancien haut fonctionnaire, un essayiste, c'est le fondateur président de Mouvance France. Parmi les derniers ouvrages qu'il a pu écrire, il en a écrit de nombreux durant sa carrière. Et vous ? Moins. Un peu moins. 10. 10. Bon, c'est déjà pas mal. À vous trois, je crois qu'on remplit plus d'un rayon d'une bibliothèque. Roland Hureau, L'homme qui n'aimait pas la France, par exemple. Ou, eh bien, le grand Reset, n'aura pas lieu. Roland Hureau, j'ai vu que vous écoutiez avec attention ce que disaient à la fois Laurent Arthur Duplessis et le colonel Beau. Donc nous sommes tout-oui de vos réactions sur, je dirais, les origines du conflit. Alors les origines du conflit, l'origine immédiate et unique, elle est très simple, c'est le refus de la Russie que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Officiellement, on n'en a jamais vu d'autres. Alors on spécule sur les relations historiques entre l'Ukraine et la Russie. On remonte au IXe siècle, mais en fait, il aurait suffi, aujourd'hui, d'après ce qu'on voit, il aurait suffi qu'à un moment donné, les pays occidentaux disent non, on ne prend pas l'Ukraine, on va trouver un modus vivendi, l'Ukraine sera une espèce de condominium où opéreront en synergie l'Europe occidentale et la Russie, comme l'ont proposé des gens comme Nicolas Sarkozy, comme Valéry Giscard d'Estaing, comme Helmut Schmidt et bien d'autres. J'ajoute que la plupart
des grands acteurs de la fin de la guerre froide étaient contre l'idée non seulement d'inclure l'Ukraine dans l'OTAN et son annexe économique qui est l'Union européenne. Mais en plus, je donne quelques noms quand même de tous ces gens-là, George Kennan, qui fut un des durs de la guerre froide. C'est William Perry, Paul Nitze, pratiquement tous ceux qui avaient une réflexion géostratégique. La plupart sont morts, beaucoup sont morts, mais disons dans le courant des années 2010 encore. Grover Gates, McNamara, James Baker, qui a assisté à l'entretien entre Bush père et puis Gorbatchev, où Bush père s'est engagé à ce que l'OTAN n'aille pas au-delà de l'Allemagne. Oui, James Baker aussi d'ailleurs. Mais Baker était, Baker était présent. Il ne pouvait que cautionner. On peut dire, il y en a encore beaucoup. Chirac, Schröder, quand ils se sont exprimés, avaient aussi cette optique. Et malgré tout cela, cette idée obstinée qu'il fallait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, elle a fait son chemin et elle a fini par émerger en 2017, en réalité 2019 pour l'acte et 2017 pour la décision, sous un président dont on ne dira jamais à quel point il a été catastrophique, c'est Bill Gates, sur beaucoup de sujets. Hein. Sur beaucoup d'autres sujets. La Yougoslavie. Clinton, pardon, j'ai dit. Oui, écoutez, ils sont très copains, ils se ressemblent. Ils ont la même fréquentation dans les Caraïbes. Enfin, oui, c'est vrai aussi. Non, Clinton et sa femme, qui paraît-il était l'instance décisionnaire dans le couple. C'est ce qu'on dit. Mais il en a fait d'autres quand on regarde autour du monde. Alors, en apparence, c'est ça. C'est ça et ce n'est que ça. En réalité, on peut soupçonner que si la frange dure des États-Unis, néoconservatrice, mais faites attention, néoconservateur, je le dis, ça veut dire révolutionnaire et destructeur. Absolument, oui. Dès que vous êtes dans le registre de l'idéologie, les mots sont tous menteurs. Conservateur, ça veut dire que quand on dit c'est des libéraux, c'est que c'est pas des libéraux qui veulent établir une dictature mondiale. C'est même vrai des écolos. C'est vrai de l'Europe. Quand ils disent qu'ils sont fédéralistes, ils veulent centraliser encore davantage, ainsi de suite. Donc c'est faux. Colombo rappelait toujours, quand on disait l'Europe fédérale, il disait non, arrêtez de parler d'Europe fédérale, c'est l'inverse qu'il veut. Et puis il faut jamais donner des jolis noms à ses adversaires. Absolument. Et voilà.